Bonjour à tous, c'est Dre, bienvenue dans cette série vidéo où je reprends tous les objectifs de mon cours et toutes les difficultés pour vous aider à les surmonter et à atteindre ces objectifs. Dans cette vidéo, on va toujours parler du deuxième degré, on arrive tout doucement à la fin et on va terminer en tout cas avec les équations du deuxième degré proprement dites. Et la dernière partie, quand on sait résoudre tout type d'équation du deuxième degré, c'est évidemment d'appliquer ça dans des contextes. Et donc aujourd'hui, on va parler de ramener un contexte en équation, donc mettre en équation, et puis forcément résoudre une question qui se ramène évidemment au deuxième degré. Ça, c'est l'objectif, et donc j'ai pris une question parmi tant d'autres. En fait, je dis parmi tant d'autres, comme si tous les problèmes étaient similaires, et pourtant on a l'impression que tous les problèmes sont quelque part différents. Oui et non. Oui, tous les problèmes sont similaires, il y a des étapes qu'on peut appliquer systématiquement et qui vont mener en général à une résolution de problème. Évidemment, en général, ça veut dire qu'on peut toujours faire un problème qui va échapper à la règle, mais c'est plutôt rare, surtout à cette étape-ci, ici en 4e année en Belgique, 2e année en France, on va pas prendre des problèmes aussi compliqués. Donc généralement, tous les problèmes qu'on va faire vont se résoudre de manière quasiment identique, j'allais dire similaire à quelques détails près. Et non en même temps parce que c'est vrai que d'un problème à l'autre, il y a des choses qui varient. Il y a des choses qui varient, en fait, on va insister dessus ici dans cette vidéo-ci, mais ce qui va varier, c'est principalement la compréhension de la question. Il faut que les étapes qu'on va faire vont être les mêmes, mais en fonction de ce qui est écrit dans le problème, eh bien, on va falloir faire des choses. Et on va insister sur l'importance de certains mots. Eh bien, allons-y directement, vous verrez beaucoup mieux ça en pratique. Donc, pour ça, on va résoudre la question suivante. Si on soustrait 1805 au produit de deux nombres consécutifs, on trouve la somme de ces nombres. Alors, j'ai pas pris un problème contextualisé, mais en fait, ça change pas grand-chose. Ça change un petit détail. Si je commence à parler de physique et de vitesse des objets, etc., moins vous êtes à l'aise en physique, moins vous aurez facile. Pareil, si je prends un problème d'économie, moins vous êtes à l'aise avec les termes d'économie, moins vous aurez facile. Donc évidemment, la première étape, quand c'est un problème multidisciplinaire, c'est d'être à l'aise sur les différentes disciplines. Mais ça relève plutôt d'un cours de physique, d'un cours d'économie, ou du moins de votre rapidité à comprendre un petit contexte si le contexte est nouveau. Et ça, malheureusement, c'est pas juste quelques conseils qu'on peut donner dans un cours de maths. Enfin, on peut en donner, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Ici, donc, j'ai pris un contexte qui reste mathématique. C'est un problème. Ça reste ce qu'on va appeler une C3 pour les compétences 3 de transfert en Belgique. Encore qu'on demanderait que ce soit multidisciplinaire. Mais voilà, en tout cas, c'est le caractère d'une question qui est inédite et dont on ne vous a pas donné déjà une méthodologie fixe pour répondre à la question. Et pourtant, je vous ai dit qu'il y a quand même quelques questions qui vont revenir à chaque fois. Alors, comment est-ce qu'on attaque ce genre de problème ? La première étape à ne pas négliger, ça va être de bien lire le problème correctement 3 fois. 3 fois, pourquoi ? Une fois, parce que vous allez comprendre de quoi on vous parle. Là, la première lecture que j'ai fait, si sans lire la question, je devais reformuler le problème maintenant, moi je le connais par cœur, mais on aurait tendance à retenir qu'on parle de nombres, qu'il y a des conditions sur ces nombres, et qu'il va falloir trouver ces nombres à l'aide des conditions qui sont dessus. La deuxième lecture du problème, elle va être plus spécifique. Maintenant, on va bien lire mot pour mot ce que ça veut dire. Si on soustrait 1805, donc c'est l'opération moins 1805, au produit, donc là c'est l'opération fois, de deux nombres consécutifs, on trouve la somme de ces nombres. La somme, c'est bien l'opération plus. Ça, c'est la deuxième étape. Et j'insiste sur une petite partie de cette deuxième étape, c'est que chacun des mots du problème doit être compris à la perfection. Par exemple, ici, j'ai pas repris exprès le mot consécutif parce que, en fait, ce problème-ci que j'utilise dans mon cours, eh bien, je me rends compte que assez souvent, le mot consécutif pose problème. En général, soit les élèves n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, et là, il faut absolument poser la question. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous ne pouvez pas aller plus loin. Tant que vous n'avez pas une maîtrise complète de la compréhension du problème, la résolution s'arrête là. On ne peut pas résoudre correctement un problème qu'on ne comprend pas correctement. Donc d'abord, si vous identifiez un mot comme consécutif que vous ne maîtrisez pas, il faut poser la question. Et puis, il y a des élèves qui ont une petite idée, ils savent que, il y a un lien entre les nombres, mais le lien n'est pas extrêmement précis. Et de nouveau, si vous ne comprenez pas complètement, c'est que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de je comprends un peu. Donc si vous avez une vague idée de ce que ça veut dire consécutif, c'est que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire consécutif. Je prends ici consécutif comme exemple, mais évidemment ça peut être dans d'autres contextes, d'autres problèmes, ça peut être des mots de physique, des mots d'économie en fonction du contexte. Vous devez comprendre à 100% tous les mots utilisés et tout le sens de toutes les phrases. Sinon vous posez la question ou vous renseignez, ou continuez à chercher, à essayer de comprendre ce que ça veut dire.
Donc ici, consécutif, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ce sont simplement deux nombres qui se suivent. Donc 0 et 1 sont consécutifs. Ah oui, je précise des nombres entiers. On ne peut pas parler de nombres consécutifs s'ils ne sont pas entiers. Okay, un demi et un tiers, c'est pas consécutif. C'est vraiment l'opération de plus 1. Et plus 1 uniquement dans les entiers. Hein, racine de 2 et racine de 2 plus 1, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont consécutifs. On parle vraiment d'entiers consécutifs. Donc c'est un nombre entier et le suivant, donc x et x plus 1. 0 et 1 par exemple, 10 et 11, moins 20 et moins 19, ça marche aussi dans les négatifs, il n'y a pas de problème. Ok? Maintenant qu'on comprend bien ça, on a fini les deux premières lectures. Alors la troisième lecture du problème, vous la laissez sur le côté. La troisième lecture, on va la lire quand on a fini le problème, pour voir que la solution qu'on apporte au problème respecte bien tous les détails du problème. Donc je synthétise. Première lecture, comprendre de quoi on parle. Deuxième lecture, savoir exactement de quoi on parle, dans tous les moindres détails. Par exemple, s'il y a un intervalle dans votre question, regardez si votre intervalle est ouvert, fermé, enfin ce genre de détails-là. Si, je ne sais pas si on parle de fonction, si on parle... Lisez tous les détails que vous aurez manqué d'office à la première lecture. Ensuite, vous résolvez le problème, comme on explique après. Et enfin... à la troisième étape, vous relisez quand vous avez terminé pour vérifier que vous avez bien répondu à tout le problème et répondu correctement au problème. C'est là qu'il y a un petit différent de zéro qu'on a oublié. C'est là que, en fait, il y avait deux étapes au problème et que j'ai fait que la première. Et comme on a un sentiment d'accomplissement parce qu'on a fini une étape, parfois on zappe la deuxième partie de la question parce que, voilà, c'est expliqué parce qu'on a un sentiment d'accomplissement du fait d'avoir terminé une étape. Et c'est cette relecture qui va vous dire, non, j'ai pas fini. Et donc évidemment, la dernière chose que vous faites avant de clôturer la question, c'est relire le problème. Prenez l'habitude, dans tous les contextes, dès que la question devient un minimum complexe, c'est-à-dire plus qu'une simple équation à résoudre, plus qu'un calcul direct, relisez la question à la fin. Voilà pour les étapes de relecture du problème. Maintenant, les étapes de résolution du problème. Eh bien, la première étape, de nouveau aussi négligée que les autres, généralement on saute tout ça, on arrive à une lecture du problème et puis directement aux équations, ce qui est trop rapide. Enfin, du moins... C'est pas vrai, c'est pas que c'est trop rapide. Si vous êtes là occupé à regarder une vidéo sur comment résoudre un problème, c'est que c'est trop rapide pour vous. Si vous êtes à l'aise et que pour vous c'est ok, tranquille, bah dans ce cas-là, faites-le, pas de problème. Hein, je veux dire, si moi je résous le problème, je vais directement sauter aussi à l'étape de fin direct. Mais voilà, ici on va le faire de manière propre, ça veut dire de manière où on favorise un maximum vos chances de réussite. Si vous ne faites pas les étapes, vous défavorisez vos chances de réussite, ce qui n'empêche que vous pouvez réussir quand même, bien sûr. Première étape du coup. Je vais écrire ici les étapes. Je vais les écrire avec l'outil de Photoshop, ça sera mieux écrit. Première étape, ça va être donner des noms aux inconnus. Donner des noms aux inconnus. Alors, je vais le faire en même temps, sur le côté droit. Voilà, donc donner des noms aux inconnus. Hop. Bah ici, donc on se demande quels sont les inconnus. Bah, c'est clairement les deux nombres. Et ils sont consécutifs. Et le conseil que je vais vous donner pour donner des noms aux inconnus, c'est d'être extrêmement spécifique. Ça veut dire quoi? Par exemple, si quelqu'un dit, bah ok, les nombres, ici il m'écrit ça, les nombres, c'est x et y. Eh bien, il n'est pas spécifique. Pourquoi? Parce que consécutif, il y a une notion de plus petit et de plus grand. Deux nombres consécutifs, il y a un petit nombre et le nombre suivant. Il y a quel est le premier, quel est le deuxième. Et ça, c'est pas repris dans mes deux nombres-là. Donc ça va pas. Et d'ailleurs, une fois que vous pensez au fait qu'il y a un plus petit et un plus grand, bah, mettons que x soit le petit. Soit x le petit. Alors là, on pourrait dire que y c'est le grand. On peut faire ça. Ou alors, on peut directement... enfin, si on fait ça, on doit préciser que du coup, y c'est x plus 1. On se rajoute une équation qui en fait ne sert pas à grand chose. Je vais la laisser un peu sur le côté parce que je vais mentionner d'autres problèmes qui... ne peuvent pas se résoudre aussi vite. Mais ici, si vous voyez tout de suite que c'est x le petit et x plus 1 le plus grand, vous pouvez faire ça aussi. Vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas qu'une seule manière de résoudre le problème. Ici, je parle juste de donner un nom. Il y a vraiment de temps en temps des méthodes différentes. Hein, donc, vous ne vous focalisez pas sur comment appliquer la méthode qu'on vous a montrée dans un autre problème. D'ailleurs, de manière générale, en maths, ne faites jamais ça. Ne faites jamais comment est-ce que je peux faire ce que j'ai vu dans un autre cas. C'est un autre cas, c'est un autre raisonnement, et c'est peut-être pas votre raisonnement. Ça amène des erreurs de transposition et ça néglige la compréhension. C'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire. Faites pas ça. Donc ici, voilà, on a x petit nombre, x plus 1 le suivant, du coup, hein, le consécutif, donc il est juste plus grand de 1, ou alors on l'appelle y, et on dit que y égale x plus 1, en fait ça revient à la même chose. Deuxième étape.
Deuxième étape, traduire le problème. Je vais pas mettre le problème, ça fait mauvais. La question en maths. Je parle de manière très terre à terre, mais c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment, voilà, la question ici, c'est formulée en français. Et, ou peut-être, enfin, je vais dire d'autres langues, c'est pas ça, mais peut-être un contexte physique, un contexte économique. Et que maintenant, on va traduire ça en maths. C'est-à-dire, en maths, non pas que en maths, il n'y a pas de français, que c'est surtout, généralement, quand je dis en maths, les gens comprennent que je parle de calcul, d'équation, d'égalité, d'addition, d'opération, voilà, de fonction. C'est de ça qu'on parle. Et donc ici, on va traduire la même chose. Grâce aux inconnus qu'on a donnés, eh bien, on va pouvoir écrire la même chose. On réécrit juste, sans rien faire, en maths. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On soustrait 1805. 1805. Moins 1805. Au produit. Donc, on a pris le produit des deux nombres consécutifs. Donc, les deux nombres, on les a déjà appelés x et x plus 1. On n'oublie pas la parenthèse, sinon c'est pas le produit entre x et x plus 1, ce serait le produit entre x et x plus 1. N'oublie pas la parenthèse. Remarquez que j'ai mis une parenthèse avec la soustraction, mais en fait, hein, ici, cette parenthèse-là, elle sert à rien, mais par sécurité, jamais quand même. C'est pas grave qu'elle serve à rien. Beaucoup de personnes qui vont en dire « Ah, ça sert à rien, il faut le retirer. » Non, non. Ça sert à rien en termes de... Ne change pas les priorités d'opération. Pas sert à rien en termes de compréhension du problème, en termes d'écriture. Pas de problème, c'est pas inutile. C'est juste que ça ne change pas les priorités des opérations. Ça ne change pas le résultat du calcul. C'est pas grave. Alors, on trouve, donc ça veut dire égal, la somme de ces nombres. Donc, les nombres, c'est toujours x et x plus 1. Et on trouve donc la somme, c'est l'addition. De nouveau, ici, les parenthèses, on en a parlé juste avant. Voilà, maintenant, je peux réécrire cette condition-là, peut-être sans les parenthèses. Donc, j'ai x fois x plus 1, moins 1805, est égal à x plus 1. Voilà. Eh bien, la troisième étape, elle est toute bête, c'est évidemment résoudre. Ça veut dire quoi? Alors, je vais détailler un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si vous avez fait l'étape 1 et 2, bah, vous avez fini la partie contexte, je vais dire. Vous êtes maintenant à une équation, et vous allez résoudre l'équation comme tous les exercices qu'on a fait dans les autres vidéos, juste où c'est une équation à résoudre. Donc essentiellement, vous avez fini la partie contexte ici. Donc vous avez fini tout ce qui fait d'un problème un problème. Vous êtes juste maintenant dans une bête équation normale. Mais parfois, par exemple, si vous avez écrit non pas avec x et x plus 1, je vais vous montrer la deuxième solution où vous auriez écrit avec le y. Je vais changer un peu de couleur, histoire que ça se voit. Hop, je vais prendre un petit bleu léger comme ça. On va tester, qu'est-ce que ça donne ça? Si j'écris... Ok, parfait. Et donc, si je recommence la même chose, donc solution alternative, où je refais la même chose, mais j'ai mon y et mon x, hein, avec la notation ici du y. Eh bien, j'aurai x fois y, moins 1805, égale x plus y. Et en fait, j'aurai une deuxième équation qui est que y égale à x plus 1. Voilà, je le fais exprès pas parce que dans ce problème-ci c'est pertinent, mais parce que dans les problèmes ça arrive très souvent qu'on ait plusieurs équations avec plusieurs inconnus. Et bien dans ce cas-là, on a non pas une équation, mais un système d'équations, ce qui est en fait vraiment la même chose. Comme vous venez de le voir, en blanc vous avez une seule équation, et en bleu vous avez un système d'équations. Ça n'a vraiment aucune différence. Mais comment est-ce qu'on résout un système comme ça? Vous allez simplement, puisque vous savez que y c'est x plus 1, ici il est déjà isolé, s'il n'est pas déjà isolé, bah isolez-le. Mais ici, il est déjà isolé. Vous savez que y, c'est x plus 1, et donc vous allez simplement remplacer à la place de y par x plus 1. Donc vous avez x fois x plus 1, et vous revenez à ce qui est écrit en blanc. Donc au final, ça change rien. Hein. Vous donnez des noms, il n'y a pas de mauvais noms, vous donnez juste des noms inconnus. Vous traduisez en maths, il n'y a pas de mauvaise manière de faire, sinon de mal comprendre le problème, bien sûr. Et une fois que c'est fait, vous arrivez à une équation, il n'y a plus qu'à la résoudre. Voilà, et donc souvent, vous avez deux équations avec deux inconnus, mais c'est pas grave, on isole dans une et puis on remplace simplement dans l'autre et c'est fini. Et vous avez le choix dans laquelle vous remplacez, dans laquelle vous isolez, dans laquelle vous remplacez, il y a le choix, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Continuons notre résolution, du coup maintenant qu'on est arrivé à une équation avec une inconnue à résoudre, là c'est vraiment quand vous avez une équation, une inconnue, c'est le signal de go, on peut résoudre. Enfin, une équation. Quand vous avez des équations où il y a une inconnue, c'est bon. Dès que vous en avez au moins une avec une inconnue, vous résolvez. Let's go! Eh bien, on va, comme d'habitude, comme pour toutes les équations qu'on a faites avant dans cette série, on développe, on met tout du même côté, et puis on voit ce qu'on a.
Donc là, je vais développer, j'ai un produit remarquable, un x fois, enfin, j'ai un fois devant une parenthèse avec une addition de soustraction, ça sonne produit remarquable. Donc ça fait x carré plus x, moins 1805. Si vous avez un doute sur les parenthèses, vous les laissez, mais en fait ici, on peut ne pas les mettre, elles ne changent pas le résultat. X plus x, ça fait 2x, et le plus 1 qui est toujours là. On a dit qu'on devait tout ramener du même côté, donc j'ai x carré. Alors je ramène tous les x du côté gauche. Pour ça, je fais moins 2x à gauche à droite, donc ça me fait moins x. Je ramène tous les nombres du côté gauche, donc pour ça, je fais moins 1 à gauche à droite, ça me fait moins 1806, égale 0. Voilà. Et là, on va pouvoir résoudre. Voilà, ça me fait un grand nombre, je suis étonné. Qu'importe. Au pire, on fait ça avec une calculatrice. Hein. Je ne sais plus si le problème est prévu avec calculatrice ou sans calculatrice, mais c'est pas très grave. Alors, je vais me donner un peu de place, je vais masquer l'objectif. Voilà, la question, j'en ai plus besoin. Et comme ça, je vais pouvoir un peu monter tout ce qu'on a déjà écrit. Voilà. Alors, allons-y. On peut continuer à résoudre. Comment est-ce qu'on résout ça? Eh bien, soit on se fait un delta, soit on se fait une somme produit. Somme produit, je la sens pas du tout là par contre. Même si je suppose que ça va marcher vu que c'est des, on a dit il faut des nombres entiers pour pouvoir parler de nombres consécutifs. Mais voilà, testons quand même avec le delta parce que là je vois pas tout de suite là 1806, c'est compliqué. Donc on va calculer. Delta c'est donc b carré moins 4a et c. Alors il y a des grands nombres donc il va falloir aller doucement. Donc 1, alors moins par moins plus, 4 fois 1806, eh bien, il va falloir calculer. Hein. 1800 fois 2, c'est facile, c'est 3600. 180 degrés fois 2, c'est 360, ça vient vite. Donc 1800 fois 2, ça fait déjà 3600, j'ai dit. Fois 2 encore, ça fait 7200. Donc j'ai 7200, mais il faut aussi que je fasse le 6 fois 4. 6 fois 4, 24, c'est bien ça. Il me semble que oui, hein. Et donc au total, j'ai 7225. Voilà un grand nombre. On va devoir factoriser tout ça pour faire la racine de delta. Donc je vais déjà anticiper qu'on va devoir le factoriser. On va le faire ici. 7225. Alors il n'est pas divisible par 2. C'est là qu'on voit les critères de divisibilité. Pas divisible par 2 parce que le dernier chiffre n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Même si je ne vais pas le faire tout de suite, je pense. 5 plus 2, ça fait 7. 7 plus 7, 14 plus 2, 16, ce n'est pas divisé par 3. On va diviser par 5. Alors, allons-y. Diviser par 5. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça facilement? Réfléchissons. On peut diviser 1000 par 5, ça c'est déjà facile. Diviser 1000 par 5, bah, ça fait 200. Donc là, j'ai 7000, donc ça fait 7 fois 200, ça fait 1400. Donc j'ai 1400 déjà. Je vais l'écrire là. J'ai déjà 1400. Et il me reste 225 à diviser par 5. Et 225 à diviser par 5... ça fait 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc on a déjà 2 fois 20, ça fait déjà 40. 40 plus 5, 45. Donc j'ai 1445. Prenez votre temps, vous savez le faire. On peut même faire une division écrite si vous voulez. Chacun ses méthodes, vous savez le faire. Ou peut-être qu'il y a une calculatrice, hein, je ne sais pas trop. 1440, ça commence à puer pour les nombres entiers. Hein. Au pire, on dit qu'ils sont pas entiers, ou on dit qu'il n'y a pas de solution entière, mais qu'on a des solutions réelles. Bref, on se débrouillera si c'est pas entier. Divisons ça par 5. Comment est-ce qu'on fait ça? On a déjà 1000 qu'on peut diviser par 5, ça c'est facile. On a déjà 200. Je note là, c'est une feuille de brouillon là. Hein. Littéralement, 400 divisé par 5, ça fait 4 fois 20, donc 80. Et 45 divisé par 5, ça fait 9. Donc j'ai 289. Voilà, 289, excellent. 289. Est-ce que c'est un nombre premier, ce truc? Non, hein. Je pense pas. Ça n'a pas une tête de nombre premier. Expérience. Bon, on va tester, hein. Divisé par 7. Oula, ça commence à devenir compliqué. Comment est-ce qu'on peut voir si c'est divisé par 7 facilement? Qu'est-ce qui est divisé par 7? 28? 28 est divisé par 7. Et donc 280 est divisé par 7. Et donc 289 ne l'est pas. Donc non, divisé par 11 peut-être? Je ne pense pas, non. Divisé par 11. Qu'est-ce qu'on a dans divisibilité par 11? On a 121. Donc 121 c'est 11 au carré. Hein. 11 fois 11 je le connais, donc je me base sur ça, mais après chacun son truc. On pourrait prendre, tiens même plus simple que 121, on peut prendre 110. Comme ça là au moins tout le monde peut le prendre, celui-là c'est 10 fois 11. Et puis x 2 on a 220, et puis on rajoute des 11. Hein. Si on en rajoute 6, ça fait 286. Donc ça ne marche pas, la divisibilité par 11.
Et 13, bon, moi je connais 13 au carré, ça m'aide, ça fait 169. Mais du coup, ça marche pas. Et donc là, clairement, on arrive à un nombre prochain qui est 17. Et 17 au carré, ça ne fait pas 289. Et donc, c'est la merde. Yes. Je fais une petite pause, voir si tous mes calculs sont justes. Sinon, on va perdre beaucoup de temps pour rien. Oh, voilà, petite pause montage, merci. Tout est juste, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Hein, donc, on va continuer à factoriser 289. Donc on a déjà testé par 13, ça ne marchait pas, 14 c'est pas premier, 15 c'est pas premier, 16 n'est pas premier, par 17, alors par 17, qu'est-ce que ça donnerait? Bah on va commencer par 10 fois 17, ça fait 170. 5 fois 17, ça fait combien ça, 5 fois 17? 5 fois 17, ça fait 50 plus 35, ça fait 85. Ça c'est 5 fois 17, et donc ça c'est 10 fois 17, et ça c'est 5 fois 17. Combien ça fait du coup 15 fois 17? Il suffit d'additionner les deux. 15 fois 17, ça fait donc 170 plus 85, ce qui fait donc 270 moins 15, 255. 255, ça c'est 15 fois 17. Et combien est-ce qu'il nous manque là pour arriver à 289? Il nous manque 34. Ah, mais 34 c'est 2 fois 17. Ah bah donc c'est bon. Donc 17 fois 17, ça fait 289. Voilà, on a trouvé. On peut diviser par 17. Ça fait donc 17, divisé par 17, ça fait 1. Bon, clairement, c'est un bon exercice pour le calcul mental. Hein, mais voilà, je sais pas si... Après, si c'est avec calculatrice, toute cette question-là devient évidemment facile. Sinon, bah, il suffit de factoriser. Prenez votre temps, hein, vous savez le faire. C'est un bon entraînement de le faire de temps en temps. Pas que ce soit ça à tous les exercices, hein, mais voilà, qu'importe. Ok, et donc, nous allons pouvoir calculer la racine de 7225. Super. On en est où du coup? On a calculé le delta, faut pas se perdre là dans le raisonnement qu'on occupe à faire. On occupe à résoudre notre équation, pour ça on a calculé le delta, et donc on va pouvoir calculer moins b, plus ou moins racine de 7225, c'est là qu'on aura besoin de la factorisation qu'on a faite, divisé par 2a. 2a, 2 fois 1, je mets juste le 2. Alors, racine de 7225, du coup, bah, on voit ici que 7225, c'était 5 au carré fois 17 au carré. Autrement formulé, c'est 5 fois 17 au carré, et donc forcément la racine de 7225, qui est la racine de 5 fois 17 au carré, c'est donc uniquement 5 fois 17. Ce qui fait combien, hein? On a calculé tantôt, je l'ai effacé. 85? Oui, 85. Parfait. Donc nous avons 1 plus ou moins 85 sur 2, ce qui me fait, avec le plus, ça fait 86 divisé par 2, donc 43. Avec le moins, ça me fait moins 42. Et ça, je recompte. 1 moins 85, ça fait donc moins 84 divisé par 2, moins 42. Parfait. Ok, super. Et donc là, il faut être bien conscient de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a non pas résolu la question, on a donc trouvé x. Et x, nous l'avons écrit au-dessus, x est le plus petit. Et donc la question demande de trouver les deux nombres. Et donc on voit qu'on a deux possibilités en fait. On a deux solutions à cette question-là. Si x, donc si le plus petit nombre est 43, bah alors le plus grand est 43 plus 1. Si on a x qui vaut moins 42, c'est l'autre possibilité, alors le plus grand est moins 41. Faut pas se tromper, c'est important d'avoir en tête que x est le plus petit. Et surtout, cette dernière ligne-là, parfois on l'oublie souvent, j'ai des élèves qui s'arrêtent ici, qui s'arrêtent une fois qu'ils ont calculé les valeurs de x, sauf que, attention, que vous ne répondez pas à la question. C'est là que c'est important de bien relire la question. Hein. Je peux effacer les premières étapes, histoire de relire un petit peu. Voilà, je réfléchis la question, elle est là. Si on soustrait 1805 au produit de deux nombres consécutifs, on trouve la somme de ces deux nombres. Ah oui, il n'y a pas de question, en fait. Trouver les nombres, hein, ça c'était... C'est écrit dans mon cours ou... Déterminer toutes les paires de nombres possibles, j'ai pas remis, mais je l'ai dit à l'oral. C'est bon. Let's go. Pas l'objectif, je réécris les étapes. Voilà. Donc, je résume. Je résume tout ça. Vous avez un problème,
vous le lisez d'abord 2 fois. Première fois, vous allez juste comprendre de quoi on parle, avoir des idées globales de ce que ça veut dire, mais vous n'aurez pas les détails en tête. Deuxième lecture, vous chopez les détails, vous vous demandez ce que chaque mot veut dire, vous essayez de donner du sens à chaque phrase, vous essayez de comprendre et exactement, vous essayez, c'est le moment où il faut essayer et y arriver et comprendre chaque partie du problème dans les moindres détails. Vous n'allez pas à l'étape suivante tant que vous n'avez pas parfaitement compris de quoi on vous parle. La première étape, d'ailleurs, même plus tard, quand vous résolverez des plus gros problèmes, quand vous serez sur des tâches plus grandes, la première étape, c'est de comprendre dans les moindres détails ce qu'on vous demande. Sinon, vous allez partir dans des étapes qui n'ont pas de sens, vous allez répondre à côté de la plaque et vous perdez votre temps. Arrêtez de répondre à côté de la plaque, c'est une perte de temps. Comprenez à 100% de quoi on vous parle. Une fois que c'est compris, on passe à la résolution. La résolution, c'est première étape, on donne des noms. C'est très souvent négligé, mais c'est très important. Et on est très spécifique sur les noms qu'on donne. C'est pas X et Y sur les nombres, c'est tiens, s'il y a un plus petit nombre et un plus grand nombre, déterminer si X c'est le petit, si Y c'est le grand. Parfois, le problème est symétrique, on peut juste dire que ce sont les nombres. Mais ici, par exemple, ça l'était pas. Deuxièmement, on traduit la question en mathématiques. Ça veut dire qu'on reprend la question telle qu'elle est formulée et chacune des conditions qui nous est donnée, on la traduit en un calcul à l'aide des nombres qui nous ont été, à l'aide des noms qu'on a posés juste avant. Et enfin, une fois qu'on a ça, éventuellement, souvent, dans beaucoup de questions, on est avec 2 inconnus et 2 équations, peut-être 3 inconnus, 3 équations, très rare quand même. Et dans ce cas-là, on isole les inconnus et on les remplace dans les autres équations. Okay, donc on isole ici, par exemple, on a isolé le y, on a remplacé, on savait que le y c'était x plus 1, on a remplacé le y par x plus 1 dans l'autre équation qu'on avait. Et en faisant ça, on doit arriver à une équation où il n'y a qu'une inconnue. Ça, on peut résoudre, il n'y a plus qu'à résoudre comme vous savez le faire, et du coup, on en arrive à la résolution, à trouver ce qui nous était demandé. Une fois qu'on a fini de résoudre, on n'oublie pas la 3e lecture du problème qui a pour but de vérifier qu'on a bien répondu à la question, qu'on ne s'est pas arrêté trop tôt et qu'on n'a pas oublié de petits détails du style « Ah oui, mais pas les valeurs nulles » ou « que les valeurs entières » ou des choses comme ça. Et quand on a fait ça, eh bien voilà, le problème est résolu. Ok? Eh bien voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut, porte-toi bien!